Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux à nous regarder. La guerre en Ukraine ne figure pas sur l'agenda officiel du sommet du G20 qui s'est ouvert aujourd'hui à Bali en Indonésie. Et pourtant, elle domine les discussions. Pourquoi? Or, on en parle cet après-midi dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent au cours de la conférence de presse qu'il a donnée en marge du sommet du G20. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'Union africaine et l'OTAN sont depuis des participants hybrides à un conflit hybride, à une guerre hybride en Ukraine. Il s'agit notamment de livraison d'armes d'entraînement, de formation militaire. Alors, comprendre la présence finalement inévitable de ce sujet sur la table des discussions pendant ce sommet, c'est ce que nous essaierons bien sûr de faire tout au long de cette émission avec nos invités que nous aurons le plaisir de vous présenter dans quelques pourcents de secondes seulement. Et puis vers la fin de l'émission, on évoquera, je l'annonçais déjà hier dans le cadre de l'édition spéciale, on évoquera le cas de l'Afrique du Sud qui veut faire pression pour que l'Union africaine ait un siège au G20. En effet, l'Afrique du Sud a annoncé avant-hier dimanche qu'elle allait faire pression pour que l'Union africaine obtienne un siège au G20 dont les dirigeants se réunissent donc en Indonésie, précisément à Bali depuis ce matin. On en parle donc dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Une fois de plus, bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Nous serons ensemble jusqu'à 19h, heure de Malabo, en Guinée équatoriale. Pour tenter de comprendre ces sujets ce soir avec nous, nous avons le plaisir de vous recevoir Luc Michel. Bonsoir à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Bonsoir Vanessa, bonsoir à Gamal et bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Luc Michel, Gamal Abina est à vos côtés cet après-midi. Bonsoir à vous, cher Gamal Abina, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation Vanessa. Bonsoir à Luc et à tous les téléspectateurs. Les deux, on va sans tarder donc entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec vous, Luc Michel. Alors, on parle bien sûr de ce sommet du G20 qui se tient à Bali en Indonésie. On sait qu'officiellement, la crise ukrainienne ne faisait pas partie de l'ordre du jour ce sommet, et pourtant elle est finalement sans surprise l'invité, puisque le sujet est revenu plusieurs fois sur la table des échanges, et même lors de la conférence de presse donnée en marge du sommet par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il a évoqué justement cette crise ukrainienne là comme étant une guerre hybride. Qu'est-ce que vous en pensez d'entrée de jeu, Luc Michel? Écoutez, c'est la crise géopolitique de cette première moitié du siècle. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que la guerre en Ukraine et la guerre en Afrique qui en est une séquelle, c'est avant tout une guerre médiatique avant d'être économique et militaire. C'est quelque chose que n'arrivent pas à comprendre certains de mes collègues panélistes africains. Dès lors, il faut présenter dans les médias de l'OTAN une réalité virtuelle, un métavers, comme on dit maintenant. On présente une Russie qui serait en train de perdre la guerre et qui serait isolée mondialement. Notamment, on tient à présenter les Indiens et les Chinois comme se détournant de la Russie. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu une rencontre Xi Jinping et Biden, et on a prétendu que Xi Jinping tendait la main à Joe Biden, alors qu'en réalité, il a tracé une ligne rouge absolue sur la question de Taïwan, sur laquelle je vais revenir dans cette émission. Parce qu'il faut comprendre, Taïwan, ce n'est pas seulement un territoire chinois que Pékin tend à recouvrer, c'est également une question stratégique qui va modifier toutes les données militaires dans l'océan Pacifique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc évidemment, au sommet de Bali,
au sommet du G20, qui est un peu l'équivalent économique des BRICS, alors que le G7 est l'équivalent économique de l'OTAN. On comprend évidemment que la question ukrainienne domine tout le domaine dedans. Il y a en particulier Zelensky qui s'est adressé aux participants et qui lui fait évidemment le show pour les Occidentaux. C'est là la voix de son maître de Joe Biden. Il faut donc prendre avec des pincettes toute l'information qui vit d'Occident. Cessez de croire et de copier nos thématiques sur ce qui se dit à Paris, à Washington, à Londres ou à Berlin. À vous, Luc Michel. Alors, Gamal Abina, naturellement, hein, d'entrée de jeu également, vous allez nous dire ce que vous pensez de ce sujet concernant justement la crise ukrainienne qui refait surface à ce sommet du G20 à Bali en Indonésie. Seulement, Luc Michel, tout à l'heure dans ses propos, a évoqué le cas de Taïwan. J'allais y revenir tout au long du sujet, mais toujours en marge donc de ce sommet. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette rencontre déjà qu'il y a eu entre Xi Jinping, le Chinois, et puis l'Américain Joe Biden? Parce qu'on sait quand même que derrière les poignées de main, il y a eu cette rencontre Biden, mais c'était sur fond de tensions géopolitiques. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Simplement que Biden a perdu la main totalement par rapport à la Chine. Il a commis une grosse erreur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes vis-à-vis de la Chine pour des raisons qui d'ailleurs sont très traditionnelles américaines aujourd'hui depuis l'ère Trump, qui est en rupture avec la Chine. Biden considère que la Chine est un concurrent déloyal, considère que c'est un concurrent économique qui met en danger les États-Unis, puisqu'en 2030, la Chine sera la première puissance économique mondiale. Et surtout, Biden n'accepte pas le fait que la Chine ait tendu, contrairement à l'idée reçue, et c'est bien que Luc en ait rappelé, ait tendu le bras, littéralement, étendu les bras à la Russie. Non seulement elle n'a pas rompu avec la Russie, mais elle lui a proposé des alternatives pour pouvoir éviter les sanctions économiques, à savoir l'isolement bancaire. Ça a été l'éjection du système SWIFT. Ensuite, l'isolement du marché européen du gaz et du pétrole. Bien, les Chinois ont compensé cet isolement puisqu'ils en ont acheté autant qu'ils pouvaient. Et surtout, les Chinois et les Russes, pour la première fois de leur histoire, réellement, ont une alliance stratégique qu'on n'avait jamais connue jusqu'alors. Hein. Depuis Kissinger en 71-72, les États-Unis avaient réussi à rompre la relation entre les Chinois et les Russes à l'époque de Mao Tse-tung. Aujourd'hui, cette relation est raffermie et plus que raffermie sur une base idéologique qui est la rupture avec un Occident dominateur. Et d'ailleurs, les Chinois ont à peu près le même discours que Poutine actuellement, c'est de dire que l'Occident a suffisamment dirigé le monde, suffisamment affamé le monde, littéralement, puisqu'il y a des zones où on les a affamés, joue la carte de la pression et de l'intimidation. Nous n'en voulons plus. Et l'autre aspect important, c'est qu'effectivement, Biden, lorsqu'il va voir Xi Jinping, il va voir un homme qui l'a foncièrement agacé. L'affaire de Nancy Pelosi, qui a osé mettre les pieds à Taïwan, alors ça faisait au moins presque 30 ans qu'un démocrate n'avait pas mis les pieds là-bas, c'est une provocation de trop, à son sens. Il considère la Chine continentale que Taïwan est partie intégrante du territoire, et c'est vrai que c'est un territoire chinois historiquement, même si à un moment donné, le Kuomintang avait fait la séparation. Mais aujourd'hui, les Chinois ont un rapport très difficile, voire délétère avec Biden. La seule chose qu'il faille retenir dans cette rencontre, ce n'est pas un rapprochement sino-américain, ça c'est un mensonge, ou encore moins que les Chinois seraient en rupture avec un des membres des BRICS, à savoir les Russes. Non, la seule chose qu'il faille retenir, c'est que M. Xi Jinping est un stratège, c'est un homme qui prend son temps, qui prend le temps de faire les choses, comme ils ont récupéré Hong Kong. Il prendra le temps de récupérer Taïwan, c'est évident, par la négociation, peut-être ou pas d'ailleurs, mais une chose est certaine, c'est que c'est un homme poli. Il est capable de parler à tout le monde de façon très correcte, a été au centre du débat du Covid à l'époque, aujourd'hui est au centre du débat par rapport à Taïwan évidemment, mais aussi par rapport aux sanctions contre la Russie. La Chine est un acteur avec lequel il faut compter, et je pense que les Américains qui ont commis des fautes en rompant leur relation cordiale avec les Chinois commencent à s'en mordre les doigts. Pour cette analyse. Alors Luc Michel, on revient également sur ce sujet, sur cette question avec vous. Alors la rencontre entre les présidents américains Joe Biden et Xi Jinping a eu lieu hier en marge de ce sommet du G20. Une tentative, selon certains analystes, de montrer des signes d'apaisement. Cependant, est-ce que selon vous, des signes d'apaisement bien sûr, en dépit donc de ce conflit grandissant entre les deux puissances. Alors, est-ce que selon vous, Luc Michel, il y a des chances qu'au sorti de ce sommet du G20, finalement, qu'il y ait de réels signes d'apaisement entre les deux puissances? Non, et Xi Jinping a clairement dressé la ligne rouge chez Taïwan. Il faut préciser que Taïwan, ce n'est pas un enjeu
pour la Chine simplement de récupérer une province. C'est un enjeu stratégique qui concerne tout l'océan Pacifique. Actuellement, la Chine est assiégée par la flotte américaine en mer de Chine et en Indonésie. Si Pékin recouvre Taïwan, il va déployer ses navires à l'est de Taïwan et il va déployer ses missiles à Taïwan. C'est-à-dire qu'il va interdire aux flottes américaines, à la 7e flotte américaine, l'accès à la mer de Chine et d'Indonésie. Et il va menacer directement la côte est des États-Unis. C'est cela qu'il faut retenir évidemment dans cette affaire. Donc les États-Unis ne peuvent pas accepter que Taïwan revienne à la Chine. Et les Chinois qui connaissent les enjeux ne peuvent pas accepter d'abandonner Taïwan. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'accord durable entre eux. Et pour lequel, évidemment, il y a cet accord entre la Chine et la Russie. Taïwan est à la Chine, ce que l'Ukraine est à la Russie. Les deux pays doivent contrôler leurs provinces perdues. On va naturellement revenir sur notre sujet à proprement parler, je veux dire concernant celui de la crise ukrainienne qui s'invite au sommet du G20. Mais avant, Luc Michel dit à l'instant qu'il n'est pas possible justement qu'il y ait un accord à long terme entre les deux, c'est-à-dire entre les États-Unis et la Chine concernant Taïwan et peut-être d'autres sujets. Est-ce que cela aurait peut-être quelque chose à voir avec le fait, je me pose la question comme ça, avec le fait que les deux hommes ne se connaissent pas particulièrement, parce qu'on sait que il s'agit là, cette rencontre en marge du sommet du G20, il s'agit là du premier face-à-face entre les deux hommes depuis l'élection de Joe Biden. Et les deux hommes ne se connaissent pas très bien, bien qu'ils aient eu souvent l'occasion de se rencontrer à de multiples reprises, notamment lorsque Joe Biden était vice-président de Barack Obama. Est-ce que le fait qu'ils ne se connaissent pas, justement, politiquement, peut-être peut avoir un impact sur le fait qu'ils ne parviennent pas, alors qu'il est concernant la question taïwanaise, bien sûr, à trouver un accord durable? Non, je ne pense pas que les relations entre États se passent comme ça. On a tendance à hyper personnaliser la relation entre États. La Chine, malgré tout, même si Xi Jinping est l'homme fort du territoire, la Chine ce sont des gens qui sont conseillés. C'est des gens qui réfléchissent, qui se projettent, qui voient les rapports géopolitiques, géoéconomiques, qui voient les rapports d'empire, puisque l'empire du milieu était la plus grande puissance mondiale il y a 4 siècles, qui a été d'ailleurs littéralement balayée. C'était la première puissance à avoir inauguré ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce international, puisqu'ils allaient jusqu'à récupérer de l'argent en Amérique du Sud. Je parle du minerai d'argent pour pouvoir faire de la monnaie. Les Chinois ont créé la monnaie argent littéralement, puisqu'ils ont monétisé sur un territoire immense. Mais surtout, les Chinois se projettent dans une perspective à long terme. Ce sont quand même, n'oublions jamais, de formidables joueurs d'échecs qui ont lu Brzezinski, contrairement à l'idée reçue, qui ont su lire tous les grands joueurs d'échecs qui ont fait de la stratégie et qui ont une tradition, effectivement, à la fois de réflexion, de se déporter ou se porter sur des perspectives futures, puisqu'en 40 ans, la Chine est passée sous Deng Xiaoping d'un État qui était en voie de développement à l'hyperpuissance qu'on connaît aujourd'hui. La Chine deviendra dans 7 ans, aujourd'hui, c'est une certitude, la première puissance militaire, économique, politique et régionale, au moins dans le monde en termes d'influence, mais surtout la Chine est la partie incontournable du monde, je veux dire 1,4 milliard d'habitants. Et on dit bien que la crise ukrainienne, justement, est d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, sur la table des discussions, et pourtant elle n'est pas officiellement inscrite à l'ordre du jour. Alors, la question que j'aimerais vous poser justement concerne la Russie. On sait que le président Vladimir Poutine est aussi le grand absent de ce sommet du G20. Il est remplacé par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Alors, selon vous, est-ce que c'est une surprise, finalement, la présence ou l'absence de Vladimir Poutine à ce sommet? Écoutez, Vladimir Poutine, en dehors de l'étranger proche, c'est-à-dire des ex-républiques soviétiques, il ne se déplace plus depuis la crise du Covid. Il a très peur du Covid, comme on l'a vu notamment lorsqu'il reçoit certains invités derrière de très longues tables de 7 mètres de long. La peur du Covid domine tous les dirigeants mondiaux et évidemment c'est un fléau. Vous savez qu'il y a eu des milliers de morts et ça continue. Mais il faut savoir que le G20, il a mal commencé pour les Américains. Le but des Américains et de Zelensky, c'était d'éjecter Poutine du G20. Zelensky hier a parlé du G19 et ils n'ont pas réussi. L'Indonésie, qui est le chef de file des nouveaux pays non alignés, comme jadis c'était Nasser et Tito, eh bien l'Indonésie évidemment a refusé
de ne pas inviter la Russie. Il travaille économiquement avec la Russie dans le domaine du pétrole. Et donc, c'est un échec pour les Américains. D'où toute cette propagande intense qui est menée par les médias de l'OTAN pour faire croire que Poutine est isolé dans le G20. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Chine, elle a tiré les leçons de la première guerre froide. En 1972, Nixon et Kissinger s'étaient rendus à Pékin. Ils avaient tissé une alliance contre Moscou avec Pékin. Dans la première guerre froide, les Chinois étaient les alliés des Américains contre les Soviétiques. C'est ce qui explique la défaite soviétique en Afghanistan. À peine l'Union soviétique implosée, les Américains ont lancé Tiananmen, ce qui était une tentative de renverser le régime chinois. Les Chinois n'ont pas oublié. Ils savent que les possibles divisions qui pourraient davantage être créées au terme même de cette rencontre, de ce sommet du G20, puisque certains analystes évoquent déjà les divisions, justement, la réunion du G20 face aux divisions, à de nombreuses divisions. On va en parler. Le temps pour nous d'aller à la réalisation pour prendre cette vidéo et de revenir après cet élément. Avec moi ce soir sur quoi? Je vous pose la question. Sur quoi? Sur l'actualité internationale, sur la situation actuelle de la Chine, ou bien sur le 20e congrès on va entendre du Parti dans un communiste instant, chinois. on va dans un bureau. Il ne faut pas me poser des questions avec un préjugé. Je vous pose aucun Attention. préjugé. Non, mais que Mao a commis des crimes. Il faut faire Monsieur la l'ambassadeur, discussion d'égal à l'égal. C'est tout attendant. Il n'y a presque pas besoin de le dire. Vous êtes l'incarnation de cette nouvelle génération de diplomates très offensifs, certains diront très agressifs. Vous vous intitulez vous-même les loups guerriers, c'est ça? Oui, c'est vous m'appelez les loups guerriers. Non, c'est pas moi. je me Il faut que les Occidentaux changent de leur comportement vis-à-vis des pays en développement. En quel sens? Oui, il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. Les pays occidentaux ont financé aussi la guerre de la Russie en Ukraine, parce que vous achetez aussi le gaz. Mais maintenant, malheureusement, vous ne pouvez plus acheter, parce que les deux gazoducs Nord Stream a été dynamité. Pas notre faute. L'influence de la Chine augmente en Afrique, c'est parce que nous avons beaucoup fait. Nous avons aidé les pays africains à construire leur infrastructure, n'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. Chine s'éveillera, le monde tremblera. Vous vous rappelez? Oui. Quand la Chine se réveille, le monde en bénéficiera. Ah. Vous voulez discuter avec moi ce soir sur quoi? Je vous pose la question. Sur quoi? Sur l'actualité internationale, sur la situation actuelle de la Chine, ou bien sur le 20e congrès on va entendre du Parti dans un communiste instant, chinois. on va dans un bureau. Il ne faut pas me poser des questions avec un préjugé. Je vous pose aucun Attention. préjugé. Non, mais que Mao a commis des crimes. Il faut faire Monsieur la l'ambassadeur, discussion d'égal à l'égal. C'est tout attendant. Il n'y a presque pas besoin de le dire. Vous êtes l'incarnation de cette nouvelle génération de diplomates très offensifs, certains diront très agressifs. Vous vous intitulez vous-même les loups guerriers, c'est ça? Oui, c'est vous m'appelez les loups guerriers. Non, c'est pas moi. je me Il faut que les Occidentaux changent de leur comportement vis-à-vis des pays en développement. En quel sens? Oui, il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. Les pays occidentaux ont financé aussi la guerre de la Russie en Ukraine, parce que vous achetez aussi le gaz. Mais maintenant, malheureusement, vous ne pouvez plus acheter, parce que les deux gazoducs Nord Stream a été dynamité. Pas notre faute.
l'influence de la Chine augmente en Afrique, c'est parce que nous avons beaucoup fait. Nous avons été les pays africains à construire leur infrastructure, n'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. Chine s'éveillera, le monde tremblera. Vous vous rappelez? Oui. Quand la Chine se réveille, le monde en bénéficiera. Ah. Pour cet élément, alors on va revenir sur notre sujet avec nos invités. Luc Michel, je commence avec vous. A priori, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de cette courte vidéo que nous venons d'écouter, l'ambassadeur de Chine en France qui s'exprimait avec ce journaliste? Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Michel? Les journalistes français sont habitués à une arrogance insupportable vis-à-vis des hommes d'État africains qui écoutent leurs questions indiscrètes avec beaucoup de patience. Le Chinois ici n'a pas cette patience. Il a remis le journaliste à sa place et il a bien fait. En fait, tout est contenu dans deux domaines. Au début de l'opération spéciale en Ukraine, la Russie fournissait 1% des hydrocarbures à l'Inde. Elle est aujourd'hui son fournisseur principal. La Russie fournissait 178 milliards de mètres cubes de gaz à l'Union européenne. Les Américains en fournissent 18 milliards. Ils se sont moqués des Européens. Aujourd'hui, les Européens achètent massivement du gaz liquide. Ce gaz liquide vient à 95% de Russie, ce qu'on ne dit pas. En fait, au moment où là, l'Union européenne a imposé un embargo sur les hydrocarbures russes, il importait massivement du gaz liquide russe. Tout est contenu dans ces deux chiffres, évidemment. La guerre occidentale en Ukraine, menée par les Américains, c'est une imposture, évidemment, qui est en train de faire craquer le vieux monde, le nouvel ordre mondial américain et la globalisation américaine. Gamal Labina, on le dit souvent, vous le dites souvent, les analystes le disent, le réitèrent, le martèle d'ailleurs plusieurs fois sur les plateaux et sur toutes sortes de plateformes. Il a dit aussi, l'ambassadeur de France en Chine, l'ambassadeur de Chine en France, pardon, il a dit il faut que les Occidentaux changent leur comportement vis-à-vis des pays en développement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement, etc., tout ce qu'il a dit, l'ambassadeur de Chine en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Labina? Je rejoins totalement l'analyse de Luc Michel concernant l'arrogance imbécile, d'ailleurs, il faut le dire, imbécile, parce qu'être arrogant quand on fait que se casser la figure économiquement, je parle de la France, évidemment, j'utilise des termes très familiers pour désigner cette arrogance et cette imbécilité. Quand un pays recule sur tous les fronts, quand sur le plan idéologique, ils sont un échec total, ils voulaient exporter tout leur modèle, ça n'a pas fonctionné, et surtout quand on donne des leçons, alors qu'on a quand même des leçons à prendre, Je veux dire, la France n'est quand même pas le pays le mieux placé en matière de massacres par rapport aux colonisations qu'ils ont produites. C'est des millions d'individus qui ont été tués, exterminés. C'est surtout, et c'est pas rien, le pays qui a fait, accrochez-vous bien, le pays qui, dans l'histoire de l'humanité, a fait le plus de guerres, exterminé littéralement pour certaines parties de ce continent, mais qui a su accueillir des pays qui ont subi la même chose. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, cette arrogance d'un petit journaleux minable face à un ambassadeur est acceptable? Eh bien, je réponds non. Cet ambassadeur s'est comporté dignement, et quand il dit le jour où la Chine s'éveillera, elle aidera le monde, eh bien, c'est pas faux. Je suis désolé, mais la crise du Covid l'a prouvé. C'est les Chinois qui ont réveillé le monde. C'est les Chinois qui ont apporté le matériel nécessaire pour, par exemple, pour tout ce qui est oxygénation. Donc, c'est vrai que la question qui se pose, c'est que les Chinois ne sont pas des héros. Ce sont des hommes comme les autres, mais ils ont pour eux une qualité. Ils sont patients, travailleurs, et surtout, ils ne sont pas arrogants comme ce petit journaleux. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, il y a un manque de respect notoire. On l'a vu récemment encore à la télévision avec un député qui s'est fait insulter par un présentateur. Donc cette arrogance toute naturelle, elle finira par tomber aussi vite qu'elle est montée le jour où la France commencera à comprendre vraiment qu'elle n'est plus une puissance du tout, même pas européenne. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a encore cette espèce d'esprit napoléonien qui croit qu'il est capable de diriger le monde alors qu'il n'est même pas capable de se diriger lui-même. Gamal Labina pour cette analyse. Alors, Luc Michel, les chefs d'État et de gouvernement, on va le dire ainsi,
du G20 sont donc réunis à Bali en Indonésie dans le cadre de ce sommet. Le groupe des 20 économies, donc les plus développées, est constitué en grande partie des pays occidentaux qui, il faut le rappeler, ont ouvertement accusé Moscou de crimes de guerre en Ukraine et qui lui ont imposé des sanctions. Cependant, il y a aussi, il faut le dire, Luc Michel, des pays comme la Chine, l'Indonésie elle-même, l'Inde, l'Afrique du Sud ou encore le Brésil qui n'ont pas suivi ces décisions politiques et commerciales. Alors, est-ce que, selon vous, Luc Michel, il y a des chances que cette réunion du G20 conduise davantage à des divisions larges, justement, plus larges encore sur ce conflit en Ukraine? On avance vers une division du monde en deux blocs au temps de la Première Guerre froide. Ce n'est plus capitalisme contre communisme, c'est démocratie libérale contre régime nationaliste à Pékin, à Moscou ou à Téhéran. Mais il faut retenir quelque chose, c'est que les pays occidentaux économiques, ils sont réunis dans le G7. Le G7, il est constitué à l'intérieur du G20. Les autres pays, ils soutiennent peu ou prou, et leur soi-disant neutralité est en fait un soutien à Moscou. La division du monde, c'est le bloc américano-occidental, c'est-à-dire 18% de la population et des territoires mondiaux, contre le reste du monde, des partisans du monde multipolaire, c'est-à-dire 82%. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Sylvie Berman, l'ancienne ambassadrice atlantiste de France à Moscou, qui l'a reconnu dans une émission télévisée. 82% de la population mondiale, en réalité, est derrière la Russie. Les votes à l'Assemblée générale des Nations Unies ne révèlent rien. On voit des tout petits pays minuscules comme Monaco ou Andorre, mais sur le même pied que la Chine, l'Iran ou l'Afrique du Sud. Mais en fait, tous les géants économiques se situent derrière Moscou. Et les BRICS sont en train de se constituer en alliance anti-occidentale économique. Ils vont être rejoints par les Iraniens qui ont demandé leur adhésion. Bien entendu, il y a également d'autres pays qui vont adhérer aux BRICS. Et bien entendu, le vieux but des Russes et des Chinois de faire des BRICS une unité géopolitique, c'est en train de devenir une réalité et le cauchemar des Occidentaux. Donc il ne faut rien attendre de ce sommet du G20 en Indonésie. Sabina, parlons un tout petit peu d'apaisement à présent. Tout à l'heure, on évoquait déjà cela avec le cas de la Chine et des États-Unis, parlant de Taïwan. Parlons un tout petit peu d'apaisement en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine notamment, dans le cadre même des échanges, des discussions qui ont été faites depuis le début de ce sommet du G20 en Indonésie. On sait que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, représente son pays à ce sommet du G20 qui se déroule à Bali en Indonésie. Le président Poutine n'a pas pu être présent. Alors, ce mardi, dans le cadre justement en marge du sommet, le ministre russe a répondu à des questions de journalistes en marge de l'événement. Et parmi les points, entre autres points qu'il a évoqués, il a dit, je cite, du moins il a réitéré la disposition de la Russie à s'asseoir à la table des négociations. Cependant, et là je cite, il a dit, la partie ukrainienne refuse catégoriquement toute négociation et avance des conditions qui sont a priori irréalistes et inadéquates dans cette situation selon lui. Alors, dans ce siège-là, Gamal Abina, comment arriver à un apaisement, comment arriver à apaiser les tensions entre les deux pays, entre les blocs même, et selon vous, quelles sont ces conditions que Sergei Lavrov juge inadéquates et irréalistes dans le cas d'espèce? Simplement, il a d'abord, c'était dit tout à l'heure par Luc Michel, on va l'appeler président, on va être gentil, l'acteur qui est à la tête de l'État ukrainien, manipulé par l'Occident, a osé parler du G19 en excluant les Russes. Donc déjà, cette symbolique ridicule témoigne du caractère un petit peu presque névrosé du personnage, qui ne se rend pas compte des rapports de force, qui croit qu'il a l'Occident derrière lui, qui s'imagine qu'il peut gagner la guerre, qui croit qu'il a repris Kherson, la fameuse ville de Kherson, alors c'est juste un repli stratégique des Russes du côté est du fleuve Dniepr. Donc on est très loin du réalisme politique. Quand Lavrov dit
et depuis des mois, c'est pas d'hier, nous sommes prêts à discuter sur la base de ce qui a été négocié à l'époque quand même, il faut se rappeler, même si c'est plus le cas aujourd'hui, sur ces fameux accords de Minsk qui devaient faire de l'Ukraine un pays fédéral dans lequel les populations civiles russes, d'origine russe ou clairement russophone, ont été malmenées, eh bien, il proposait effectivement de faire en sorte que ce fédéralisme ukrainien garantisse la sécurité pour le Donbass, par exemple, pour la Crimée qui est russe et pour tout un tas de régions du sud de l'Ukraine. Aujourd'hui, il a affaire à un perroquet qui répète tout le temps qu'il va gagner la guerre, qu'il a gagné la guerre, qu'il a repris des territoires, qu'il a fait une offensive formidable qui lui a coûté 10 000 hommes, mais apparemment la vie des hommes ne compte pas pour lui, et il ne se rend pas compte des réalités. L'hiver arrivant, le froid s'installant, des centrales nucléaires qui ont privé, pas les centrales, excuse-moi, civiles, qui ont privé 20% de la population d'électricité, donc de possibilité de se chauffer, une exode monumentale des populations plutôt du côté sur les frontières occidentales, tout cela va créer des tensions considérables, sans parler évidemment de l'Europe qui commence à avoir des problèmes d'approvisionnement énergétique et qui ne supportera pas, surtout les Allemands, très longtemps de mettre leurs usines en difficulté ou en jachère parce qu'ils n'ont pas le gaz ou le pétrole ou encore le charbon russe. Tout cela va constituer des pressions contre M. Zelensky qui sera sous pression américaine, puisque aujourd'hui le Parlement américain est plutôt favorable aux républicains. Et donc il sera sous pression parce qu'il y a déjà des journaux qui laissent filtrer l'idée sur laquelle les négociations allaient démarrer. Il joue son va-tout. Il sait qu'il y a une contre-offensive qui est en cours, qui risque d'arriver. Il sait, en dépit du fait qu'ils disent que les Russes n'ont plus d'armes, qu'ils sont totalement possédants du territoire. Ils tiennent le ciel, ils tiennent les systèmes aériens, les missiles. Ils connaissent le territoire par cœur. Ils ont des soutiens à l'intérieur. C'est un pays qui est fracturé entre les pros et les anti-russes. Tout ça, il le sait. Mais il continue à faire son cirque dans différents médias en donnant le sentiment qu'il est un chef de guerre. Il n'en est pas un. C'est un acteur qui a été recyclé par un oligarque et qui aujourd'hui a tendance à se croire dans le rôle qu'il prétend occuper, qui est une fiction. Alors maintenant, pour vous dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de positif? Les Russes sont prêts à tendre la main depuis le début, mais ils ont un titre qui, en phase 2, ne veut pas le faire parce que ceux qui tirent les ficelles, les États-Unis, ne sont pas encore prêts à concéder une victoire, au moins sur les territoires conquis par les Russes, à l'est de l'Ukraine. Mais il n'en demeure pas moins que les Russes ne vont jamais lâcher ces deux territoires qui ont prononcé leur propre partition, qui viennent de faire un référendum où ils disent qu'ils appartiennent à la Fédération russe. Ça, c'est acté. La nouvelle frontière ukrainienne, c'est le Dniepr, c'est ce fameux fleuve, et ce Dniepr séparera l'Ukraine de la partie pro-russe, donc de la partie rattachée à la Russie, à la partie ukrainienne qui restera. Il se trouve que c'est la partie la plus riche, on le savait déjà, et il se trouve que de toute façon, Zelensky n'est pas là pour durer. Il va finir par soit composer rapidement, parce que ça va devenir de plus en plus intenable pour lui, ou simplement les Américains vont le pousser à la négociation pour en finir. Cette guerre ne peut pas durer, on le sait. Les Ukrainiens ont perdu ce qu'ils pensaient pouvoir conserver, à savoir le Donbass, ils ne le récupéreront pas. La Crimée, il n'y a aucune chance, donc ça règle la question. Mais Lavrov dit qu'effectivement, il parle à un homme qui manque de réalisme et qui continue, comme un jusque-boutiste, à dire « nous allons gagner une guerre qu'il a déjà perdue ». Donc c'est très particulier comme logique, je suis très étonné, ce déni, cette espèce de volonté de méthode Coué, de se rendre convaincre qu'il y a une possibilité par la guerre, mais ce n'est pas la guerre qui sortira de cette situation, c'est une négociation, et ils vont revenir sur le principe de dire « une partie de l'Ukraine est perdue, le reste on vous la laisse ». Je précise, j'annonce aux téléspectateurs que le standard est d'ores et déjà ouvert. Vous pouvez dès à présent nous appeler en direct pour participer à l'émission avec nous via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran à la maison, sur toutes les plateformes d'ailleurs où vous nous retrouvez. Le standard est ouvert dès à présent. Alors, Luc Michel, en attendant justement de prendre les appelants qui sont déjà en ligne avec nous, sur cette même question que je posais déjà tout à l'heure à Gamal Labina, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit que plus l'Ukraine refusera de négocier, plus il sera difficile de s'entendre. Alors, selon vous, Luc Michel, que sera-t-il à long terme, justement, si Zelensky s'obstine dans cette logique-là, dans cette tendance à refuser justement la négociation? C'est la disparition de l'État ukrainien, tout simplement. À Varsovie, à Budapest et à Bucarest, il y a des voix qui s'élèvent maintenant pour récupérer les provinces perdues de ces pays en Ukraine. Il y a des cartes de géographie qui circulent. Il faut savoir qu'avant 1917, l'Ukraine n'existait pas. Ces territoires se partageaient entre la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Russie. Aujourd'hui, il y a des provinces, évidemment, roumanophones en Ukraine. Il y a des provinces hongroises, la Rousse-Carpathia. Il y a enfin une grande partie, toute la région de Lviv, qui était polonaise jusqu'en 1939.
ces gens-là veulent récupérer leur province. Plus Zelensky fera du jusqu'au-boutisme, plus il ira vers la dissolution de l'État ukrainien. On évoque aujourd'hui la survie d'une toute petite Ukraine au cours de Kiev, ce qu'on appelle la petite Russie, la Malorussia de l'histoire. Il faut savoir quelque chose, évidemment, c'est que actuellement, Zelensky pourrait s'en tirer en acceptant une frontière d'État sur le Dnieper, c'est-à-dire que les 4 provinces plus la Crimée qui ont rejoint la Fédération de Russie doivent définitivement appartenir à la Russie. C'est cela que veut dire Lavrov. Mais évidemment, lorsque Zelensky dit qu'il va reconquérir l'Ukraine, etc., il annonce des années de guerre et la destruction de son propre État. Au sein même de l'OTAN, je vous le dis donc, il y a les Roumains, les Hongrois et les Polonais qui ont des visées sur des portions entières de l'État ukrainien. C'est cela l'avenir de l'Ukraine. Pendant ce temps-là, Zelensky qui fait la politique américaine, il est en train de sacrifier son pays. Il faut savoir que cet après-midi, par exemple, il y a eu un bombardement par 100 missiles russes sur l'Ukraine et que plus de la moitié de l'Ukraine aujourd'hui est privée d'eau et d'électricité. On nous disait sur les médias de l'OTAN que les Russes n'avaient plus de missiles. Visiblement, c'était un mensonge de plus. Vous dites bien que rien n'avancera si justement Volodymyr Zelensky poursuit sa logique jusqu'au boutiste. Cependant, il faut dire que lors de cette conférence de presse, Sergei Lavrov a également affirmé, il a déclaré que l'Union européenne et l'OTAN sont depuis longtemps des participants hybrides à un conflit hybride, à une guerre hybride en Ukraine. Il s'agit notamment de livraison d'armes, d'entraînement, de formation de militaires, etc. En d'autres termes, c'est-à-dire que tant que l'Union européenne et l'OTAN poursuivront justement dans cette logique également, la négociation finalement ne sera pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas uniquement une question de livraison d'armes. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne n'existe plus depuis la bataille de Mariupol. Elle est remplacée par différents mercenaires, etc. Ce sont des mercenaires entre guillemets. On évoque particulièrement des mercenaires polonais. En fait, c'est des soldats de l'armée polonaise. Il y a des forces spéciales françaises, etc. Et plus les Américains et les Britanniques qui sont massivement déployés en Ukraine. Voilà ce qu'il faut constater. C'est en fait une guerre entre les armées de l'OTAN et l'armée russe. C'est cela que la Russie n'a pas entièrement mesuré dans les premiers jours de l'opération spéciale en Ukraine. Il y a une volonté américaine de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat européen, du dernier soldat ukrainien en Ukraine. Mais il y a une autre fraction de l'establishment américain, notamment les gens qui sont dans l'ancienne diplomatie, derrière Henry Kissinger et derrière New Brzezinski. Eux, ils veulent une solution diplomatique qui commence à émerger à Washington. Washington, d'ailleurs, la presse conservatrice américaine, elle appelle Zelensky, à lâcher Zelensky. Elle appelle à de la mesure, etc. Zelensky ne se rend pas compte, mais il va rapidement être lâché par ses propres sponsors, y compris en Europe. En Europe, il y a toute une classe de diplomates, de militaires, d'hommes d'affaires qui veulent la paix avec la Russie parce que l'Europe est au bord d'un gouffre économique. C'est cela qu'il faut retenir. Le temps, il est en train de jouer en faveur de Moscou. C'est pour cela que Moscou a effectué un repli tactique dans la question de Kherson. Voilà ce qu'il faut retenir dedans. Zelensky, évidemment, c'est un fou furieux qui évoque des frappes nucléaires sur Moscou, qui évoque une éjection de Moscou de l'Assemblée générale des Nations unies ou du G20. C'est de la folie. C'est la voix de son maître, c'est-à-dire la fraction de George Soros et de Kamala Harris, c'est-à-dire les fous furieux de Washington qui rejoignent les fous furieux de Kiev. Merci. On va ouvrir le standard à présent et prendre
Monsieur Jean qui nous a rejoint en direct. Bonsoir à vous, Monsieur Jean. Merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Bienvenue. Regardez quoi? Bonjour à vos invités, Kamal et Philippe Michel. Bonjour aux techniciens. Je ne sais pas si vous avez un peu quelque chose, quelqu'un au plateau là-bas. Bonjour à vous tous. Merci pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Alors, concernant l'Ukraine, vous voyez, aujourd'hui, les choses apparaissent claires pour tout le monde. L'ampleur que cette crise semblait prendre au début, c'est-à-dire on voulait détourner et amener le monde entier à faire leur jeu, pensant que c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Non, cette guerre aujourd'hui, tout le monde comprend, même les Américains, ceux qui sont proches des autorités, des décisions, ne commencent pas à comprendre que ça fait partie du plan de ces gangs internationaux qui veulent contrôler le monde. Cette guerre que l'OTAN livre contre la Russie, ça fait partie des plans de Covid aussi. Tout cela est dans le paquet. Alors, la Russie était informée depuis et savait, comme l'a dit tout à l'heure Luc Michel, elle n'a pas hésité au début à prendre la force nécessaire pour commencer l'opération spéciale. Parce que la Russie sait que ce n'est pas l'Ukraine elle-même, c'est plutôt l'OTAN, c'est plutôt les Américains, les Européens, qui veulent prendre la Russie en totalité. Et les Russes ont compris. Mais mes chers Africains ne comprenaient pas. Ils jouaient au jeu de l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup commencent par comprendre. C'est le monde là que nous voulons? Non. On ne veut pas un monde contrôlé par un humain mortel comme ça. Et c'est eux qui vont décider. Ils mettent les puces dans le corps, tout cela, pour nous contrôler sur la terre. Aujourd'hui, les choses ne commencent pas à être dévoilées. Alors, ce qui se passe en Ukraine, c'est l'OTAN qui déclare la guerre contre la Russie. Et la Russie est préparée et ne tardera pas. C'est pour cela que les Africains doivent comprendre et s'associer maintenant et éviter la Russie dans leur pays pour pouvoir sécuriser leur pays parce que ça fait partie du plan. C'est démoniaque. On leur ment, que non, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. C'est faux. Et ça fait partie aussi du plan du Golfe de Guinée. Donc, les Africains connaissent maintenant leur ennemi. Leur ennemi qui se font voir comme leur ami. Comment est-ce qu'on peut appeler la France pays ami de l'Afrique? Jamais! Jamais! Mettez ça dans vos ADN. La France est l'ennemi du développement de l'Afrique. Vous le dites depuis longtemps, mais ça paraît clair. Parce qu'ils ne veulent pas le développement des Africains, de la race noire. On veut la piétiner, la museler, l'humilier. Ça ne leur suffit pas. On nous tue à travers l'OMS, mais on ne meurt pas. On se multiplie davantage. Et ça ne les laisse pas réfléchir un peu pour savoir qu'il y a une main divine. Ils continuent leur bévue, verront la fin. Alors, si mes chers Africains demandent une place à l'ONU, et c'est une honte ça là, et l'ONU plutôt G20. Quand on crée le G20, est-ce que vous, les Africains, vous savez ce qui était à la base? Mais vous demandez de participer. Réfléchissez, soyez des hommes. Réfléchissez, vous pouvez vous-même en Afrique d'abord être autonome à travers l'UA, que cela vous appartient vous-même d'abord. Vous parlez de G20, et c'est vous qui l'avez créé. De la même manière pour l'ONU, on vous a embarqué dedans. Aujourd'hui, ce n'est pas les Africains qu'on juge à la CPI. Réfléchissez. Si vous ne voulez pas être responsable de pays africains, dégagez pour que les vrais Africains viennent diriger leur communauté. Au lieu d'appartenir à ces clubs maçonniques démoniaques qui ne font que viser les Africains pour boire leur sang, les détruire.
Pourquoi le tonnerre est en Côte d'Ivoire? Pour faire quoi? C'est la France? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre contre la France? Et pourtant, c'est comme ça, c'est là, et personne ne dit rien. Vous croyez à le mensonge. Mais, en tout pour tout, il y a une main divine. Et nous demandons cette main divine d'être encore plus forte, visible sur le continent africain. Pour libérer le continent. Nous sommes des hommes, on a besoin de respirer et d'être énormes. Nous réclamons notre dignité. Nous sommes en guerre. Que l'esprit divin vous fasse comprendre que la guerre dont nous parlons, c'est une guerre colossale. Et on a besoin de vous tous. Et du pays qui sont en guerre. Participation. Alors on va rapidement revenir avec vos chers invités. On va dire un dernier mot sur ce sujet avant d'évoquer également, très rapidement, avant de sortir de l'émission, cette question de la pression que souhaite mettre l'Afrique du Sud justement pour que l'Union africaine ait désormais également un siège au G20 avant. Gamal Abina, sur cette question concernant le sommet du G20 qui se tient à Bali en Indonésie et la place plutôt prépondérante finalement que la crise ukrainienne a eu justement, la place qui lui a été accordée donc pendant les discussions, pendant les échanges. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Un dernier mot pour sortir. De ce conflit, de toute façon, on l'a vu dans le G7, enfin le G7, dans le G20, on l'a vu dans la COP27, on le voit partout, à chaque fois qu'il y a une réunion internationale, c'est le conflit qui est central parce qu'il y a plusieurs aspects qui rentrent en considération, la crise énergétique évidemment, qui profite à certains, n'oublions jamais que des pays pétroliers et gaziers sont extrêmement heureux de ce qui se passe, ils gagnent plus d'argent en exportant moins, donc il y a un effet mécanique assez extraordinaire. Ensuite, la crise alimentaire, l'Ukraine et la Russie, c'est 30% des approvisionnements de blé dans le monde, surtout l'Afrique, et des pays sont inquiétés de ne pas avoir ce fameux blé qui est négocié d'ailleurs, il y a encore une reconduction d'un accord vendredi qui doit se faire, sous l'égide des Russes. Tout ça pour dire que c'est une crise qui est multisectorielle, multifacette, on dira, c'est que ce qui fait qu'on en parle, c'est parce qu'effectivement, elle a, le 22-24 février pour préciser, elle a inauguré cette crise, le retour d'une guerre froide, qui ne veut pas dire son nom, les gens n'osent pas le dire, les journalistes continuent à se cacher derrière leur petit doigt, mais c'est le retour de la guerre froide. Donc effectivement, quand on ne parle que de ça, c'est normal, puisque depuis un an, le rideau de fer est de retour, et surtout depuis un an, les redistributions des cartes est assez extraordinaire. Le temps de la guerre froide, on avait des pays qui étaient faibles, peu industrialisés, qui faisaient face aux blocs les plus puissants de la planète. Aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé. Et c'est vrai que 82%, ça a été dit par Luc Michel tout à l'heure, de la planète a été plutôt défavorable aux thèses américaines et européennes. Donc pourquoi est-ce que le G20 ou le G7 ou la COP27 ou toutes les grandes réunions de les remettre jusqu'à la Coupe du Monde, d'ailleurs, je tiens à rappeler quand même que les Russes ont été exclus de la Coupe du Monde, ce qui est quand même assez extraordinaire en termes politiques. Je croyais que le jeu ne se mélangeait pas à la politique, mais apparemment on revient aux Jeux Olympiques de Berlin. Hein. Eh bien, dire quoi? De dire que simplement, si cette crise s'invite là-dedans et si elle dépasse les questions essentielles, la question effectivement d'une représentation au G20 de l'Afrique ou simplement au Conseil de sécurité, c'est évoqué plusieurs fois, l'Afrique n'est représentée nulle part. Elle n'a pas le droit à la parole nulle part, ce qui est assez extraordinaire. Eh bien, ces questions sont portées par l'Afrique du Sud qui fait partie des BRICS parce que précisément, elle considère qu'il y a de ce point de vue, avec le changement de paradigme planétaire, la possibilité de pouvoir avancer ses cartes et de pouvoir imposer son agenda. Tout à l'heure, Luc Michel a parlé de la volonté de l'Iran de rentrer dans les BRICS, mais rappelons tout de même un pays un peu moins avancé de loin que l'Iran, c'est l'Algérie. Elle a fait sa proposition hier, je crois avant-hier, il me semble, officielle d'un dépôt de candidature qui a été examiné favorablement par les Chinois et les Russes, alliés traditionnels des Algériens, qui a été examiné aussi assez favorablement par les Sud-Africains et qui, avec l'arrivée de Lula au pouvoir, risque de faire basculer la balance en faveur des Algériens. Donc l'Algérie ne répond pas aux critères d'intégration des BRICS, bien que son PIB touche les 200 milliards pratiquement cette année. Les Sud-Africains sont à 350 milliards, hein, donc on n'est pas si loin que ça, mais il n'en demeure pas moins que cette adhésion est un accélérateur de développement potentiel, une volonté de croiser les énergies et de faire en sorte que les BRICS commencent à représenter un poids très prépondérant. Aujourd'hui, c'est 24% de la population planétaire et 40% du PIB. C'est vous dire la puissance des BRICS. Eh bien, demain, on s'attend à ce que d'ici 5 ans, par exemple,
ça devienne plus de 50% des créations de richesse et pratiquement 50% de la masse planétaire en termes d'habitants. Et ces questions-là sont évoquées. Donc c'est vrai que la crise ukrainienne est juste la crise qui montre que le monde, c'est à nouveau fracturé en deux blocs, même peut-être trois, on dira, mais au moins deux blocs, c'est certain, et que ce monde n'est plus le monde déséquilibré de la guerre froide. C'est un monde beaucoup plus nuancé, avec des économies beaucoup plus solides, parce que pas dirigé par les communistes, mais par un autre système mixte d'économies de richesse, et surtout avec les capacités de répondre à l'agression par les mêmes réponses. À l'époque, les Chinois n'étaient pas très puissants, hein, ils avaient du mal à faire face effectivement aux Américains. On l'a vu dans différentes guerres, comme la guerre de Corée en 1953. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas. Il n'y aura pas de confrontation directe parce que c'est deux puissances nucléaires, mais surtout parce que les Chinois sont très puissants. Je rappelle, pour finir mon propos, que les Russes étaient les premiers à avoir mis un homme dans l'espace et que les Chinois aujourd'hui sont les premiers à avoir mis un Chinois dans l'espace avec leurs propres lanceurs et qu'ils investissent le terrain extraterrestre. Donc on est vraiment sur des puissances qui sont de plus en plus en ascension, littéralement verticale, face à un Occident qui est en déclin, qui ne sera pas effacé, mais qui sera toujours en déclin et qui finira par effectivement prendre très très mal le rapport de ce bloc Est-Ouest qui s'est reconstitué. Est-ce que vous avez un dernier mot sur ce sujet concernant la crise ukrainienne qui était invitée de façon inévitable, si on peut le dire ainsi, à ce sommet du G20 avant qu'on ne passe à notre seconde thématique de cet après-midi? Il faut dire quelque chose, c'est qu'il faut arrêter de croire les médias de l'OTAN et arrêter de calquer nos agendas sur les thématiques des médias occidentaux. On ment effrontément sur tous les plateaux de télévision, en particulier les Français. Il y a une classe d'anciens colonels, d'anciens généraux, d'anciens ambassadeurs. Ce sont les Gamelin de 2022. Gamelin, c'était le commandant en chef de l'armée française en 39-40. Il disait « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Ils ont tenu 5 semaines face à la Wehrmacht d'Hitler en mai 40 et puis ils sont partis dans une défaite honteuse. C'est la même chose aujourd'hui en Ukraine. Ces gens nous annoncent un monde virtuel. Ils mentent sur Poutine, ils mentent sur l'armée russe, ils mentent sur Zelensky. Ils parlent des Ukrainiens comme de la résistance, alors que ce sont les héritiers des divisions de la Waffen-SS de Adolf Hitler. Il faut évidemment comprendre cela. Tout ce qu'on nous dit depuis l'Occident, c'est du mensonge. C'est cela qu'il faut comprendre à propos du G20 et de la crise ukrainienne. Gamal Labina pour toutes vos analyses sur cette thématique. Alors, parlons toujours du G20 à présent. On évoque, avant de sortir de l'émission, le cas de l'Afrique du Sud qui, elle, il faut le dire, siège d'une certaine façon au G20. L'Afrique du Sud qui a annoncé donc dimanche qu'elle allait faire pression afin que l'Union africaine obtienne un siège au G20 dont les dirigeants se réunissent en ce moment à Bali en Indonésie. Gamal Labina, je commence avec vous sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez d'entrée de jeu? Je pense que l'Afrique du Sud, qui était le pays martyr de l'Afrique, ça a duré très longtemps, l'État raciste sud-africain, qui s'est libéré en 1994 avec Mandela, l'Afrique du Sud a pris, et c'est bien, le flambeau de l'Afrique subsaharienne, un pays qui a résisté tout le temps, un pays qui est très éduqué, un pays qui est très au fait de ce qu'est l'Occident, puisqu'ils l'ont subi dans leur chair, et qui aujourd'hui a décidé de dire qu'effectivement, le continent africain, qui compte à peu près 1 milliard 100 millions à 200 millions d'individus, on n'a pas le chiffre exact, en tous les cas plus d'1 milliard d'individus, n'est représenté quasiment en termes de poids et surtout en termes de présence politique nulle part. Donc il demande à ce qu'il y ait une représentation, mais pas seulement au Conseil de sécurité, hein. Il demande une représentation effectivement dans les grands messes des argentiers de la planète, parce que là, l'Afrique du Sud a fait quasiment de la figuration au G20. Il demande à ce qu'il y ait une représentation, il y a quand même des pays très importants en Afrique qui sont de grandes puissances industrielles. On parle évidemment du Nigeria, hein, c'est quand même pas rien, le Nigeria. On parle de l'Égypte, qui est quand même une des plus grandes puissances industrielles africaines. On parle d'autres pays émergents comme l'Algérie, comme évidemment l'Afrique du Sud, ça va de soi. Il y a des pays comme ça qui ont un poids prépondérant, qui ont un poids géopolitique, politique et militaire pour certains, et qui n'existent nulle part sur le plan de l'influence planétaire. Donc cette volonté de porter la parole des Africains et de l'Union africaine, qui est une organisation tout de même qui pèse, c'est cette fameuse Union africaine, Chara Kadhafi, c'est quand même lui qui a fait cette proposition d'en finir avec l'OUA pour créer l'Union africaine, et bien aujourd'hui elle pèse quelque chose. Elle pèse pas seulement sur un plan symbolique, elle pèse sur un plan symbolique, numérique, financier, géographique, le plus grand continent de la planète quand même pratiquement. Après, et de dire
que l'Afrique n'est pas représentée, c'est un doux euphémisme. Non seulement elle n'est pas représentée, mais en plus elle est humiliée, méprisée et prise de haut. Cette question de prendre les Africains pour, je cite des racistes français par exemple, de grands enfants, c'est vous dire un peu le niveau de bassesse, c'est une chose qui doit être réglée. Et je pense qu'avec cette Union africaine qui doit être dynamisée, qui doit intensifier ses rapports d'échange internes pour renforcer son économie et sa sécurité, il est probable que l'Afrique du Sud finisse par obtenir gain de cause et obtenir cette fameuse représentation sur les différentes instances internationales. Bon, le Conseil de sécurité, c'est une chose, le G20, c'est autre chose, peut-être le G7, pourquoi pas, mais des représentations qui doivent voir l'Afrique comme une entité non seulement singulière, diverse, mais en même temps unie grâce à cette Union africaine qui doit se renforcer. Alors, Luc Michel, le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa a expliqué que l'Afrique du Sud allait donc contribuer en mettre en place un cadre conduisant à l'adhésion de l'Union africaine au club donc, des pays les plus riches. Est-ce que vous pensez que cela sera possible dans les mois, les années à venir? Est-ce que les pays africains, eux, sont d'avis, je veux dire, ou partagent cette volonté de l'Afrique du Sud aujourd'hui? Et par ailleurs, est-ce que vous pensez que de façon sincère, cette proposition pourrait trouver du soutien ou de l'adhésion même sera promue au sein des membres du G20? Je vais vous parler brutalement. L'Afrique du Sud est pleine d'illusions et elle perd son temps. L'ONU, c'est une organisation foncièrement antidémocratique. Le pouvoir est détenu par 5 membres, les membres du Conseil de sécurité qui sont les puissances atomiques et qui ont un droit de veto. C'est en fait le syndicat des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Au Conseil de sécurité actuellement, il y a un seul État qui soutient l'octroi aux Africains un siège au Conseil de sécurité, c'est la Russie, avec un droit de veto. On y revient. Seule la Russie est partisane du monde multipolaire. Croire que les Britanniques, les Français, les Américains surtout, vont abandonner leur pouvoir sur l'ONU pour le donner aux Africains, c'est une illusion. Deuxièmement, l'Afrique du Sud a un problème, c'est qu'il s'agit d'un État. Il n'y a pas d'État uni, d'État panafricain fédéral qui pourrait détenir ce siège et qui serait une puissance atomique. Dès lors, on ne voit pas pourquoi les autres puissances atomiques céderaient un siège avec un droit de veto à l'Afrique. Il faut arrêter de répandre des illusions devant les Africains. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul État au monde qui est pour l'octroi à l'Afrique d'un siège au Conseil de sécurité, c'est la Russie. Si les Africains veulent redevenir des sujets de leur histoire, ça passe par l'alliance avec le bloc de l'Est. Et pour sortir justement, Gamal Abina, il faut rappeler que dans la même logique, dans ce même sillage du président sud-africain Cyril Ramaphosa, il y a le Sénégalais Macky Sall qui lui aussi, il faut préciser que c'est d'ailleurs lui qui préside l'Union africaine, Macky Sall qui avait donc récemment appelé à la refonte de la gouvernance internationale en demandant justement une plus grande représentation des Africains dans les organisations internationales telles que le G20 justement dont on parle, le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que c'est une utopie selon vous, Gamal Abina, ou alors tout simplement pour y arriver, il faudrait dans un premier temps finalement que ce monde multipolaire auquel on aspire tous finalement se mette réellement en place? Alors là, je vais répondre sur 2 temps. D'abord, c'est intéressant de voir que Macky Sall, il a de bonnes sorties parfois, rappelle que la gouvernance mondiale doit être revue, puisqu'on donne beaucoup de leçons de gouvernance aux Africains. Manifestement, la gouvernance de la dictature, et là, je rejoins totalement Luc Michel. Je suis un des premiers à avoir protesté sur l'idée que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, pas 5, puisque la France n'a pas été vainqueur. La France a été vaincue, mais elle a bénéficié de son empire colonial pour pouvoir avoir une présence. Elle n'avait pas la bombe atomique. Ces 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont donné ce cadeau à la France d'un pouvoir surdimensionné ne veulent pas le lâcher parce qu'ils détiennent effectivement ce fameux droit de veto qui est un droit non pas antidémocratique, c'est encore gentil de la part de Luc et je le remercie de le dire gentiment. Moi, je le dis méchamment, c'est un droit de dictature. C'est-à-dire que depuis quand
un État, on voit Israël par rapport aux États-Unis, s'autorise à dire je mets un veto qui interdit que les lois passent. Ça s'appelle la dictature. C'est ni plus ni moins qu'une dictature. Donc là, sur le plan du Conseil de sécurité, Jean-Luc Michel, il n'y a aucune chance, même si la Chine l'appuyait, parce qu'ils seront minoritaires, Chine et Russie, pour qu'il y ait un membre, qu'on puisse accorder ce fameux sacro-saint droit de veto à un pays africain ou à une Afrique unie. Ça ne change absolument rien, ils ne le feront pas parce que c'est une disposition très particulière qui donne un pouvoir surdimensionné aux États-Unis. Je rappelle que l'ONU est à New York, ce qui démontre déjà le manque d'impartialité de l'organisation qui aurait dû être dans un pays au mieux neutre, si ce n'est dans une île. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour ce qui concerne le G20, là, oui, c'est un peu plus raisonnable et un peu plus réaliste de la part de Macky Sall, parce que l'Afrique commence à monter en puissance, parce que l'Afrique devient incontournable en termes de production de richesses minières, pétrolières, gazières, mais pas seulement, et que l'Afrique devient un partenaire nécessaire, sinon absolument ultra nécessaire au pays et au monde pour pouvoir tenir ce rythme de croissance, cette cadence effrénée vers le développement. Donc l'Afrique est la dernière niche de développement réel qui existe dans le monde. Il y a un petit peu d'Asie, de l'ex-Indochine française, mais en substance, c'est vraiment l'Afrique qui reste la niche de développement, donc la niche de croissance. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il a raison de faire sa présence, de dire qu'il faudrait que l'Afrique soit représentée au G20, puisque finalement, le G20, c'est quoi? C'est un club très fermé de pays riches, de pays qui produisent de la richesse, qui ont des capacités. Alors il se trouve que là, la richesse de certains pays pétroliers, par exemple, qui est devenue une richesse clairement opportune, qui est arrivée un peu de façon inattendue, puisque c'est la crise ukrainienne qui a fait décoller les cours du gaz et du pétrole, particulièrement le gaz, eh bien ces pays-là se retrouvent sur une cagnotte considérable et donc un poids considérable. Et ces pays ne sont pas représentés dans les grandes instances internationales. Et ce serait pas inintéressant de faire pression là-dessus parce que politiquement, il n'y a aucune chance qu'on soit représenté parce qu'ils ne veulent pas de l'Afrique, ils ne veulent pas d'une voix dissonante. Mais par contre, sur un plan économique, oui, c'est très probable qu'on puisse obtenir une adhésion à des organisations supranationales économiques parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas faire sans l'Afrique. Aujourd'hui, ils vont devoir composer. Et ce monde multipolaire dont vous parlez, qui est déjà né, hein, c'est bon, il est bien installé aujourd'hui. La multipolarité, c'est la rupture entre la Russie et les Américains. Et bien, ce monde multipolaire va favoriser ce rapport de force qui va sans doute permettre à Macky Sall ou d'autres d'ailleurs de pouvoir demander, de pouvoir même exiger, au bout d'un moment, on va exiger une présence des Africains dans les instances de décision économique mondiale, Banque centrale, FMI, Banque mondiale, excuse-moi, FMI, G20, G7, même pourquoi pas, tous les pays qui prétendent décider pour d'autres, eh bien ces pays-là doivent voir que les pays qui ont acquis une certaine puissance économique méritent d'être entendus, si ce n'est encore de négocier directement dans ces instances. Toutes ces analyses. Alors très rapidement, en quelques secondes seulement, Luc Michel peut ressortir, puisqu'on parle d'adhésion, peut-être pourquoi pas sortir sur cela. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, Luc Michel, de l'Algérie, du cas de l'Algérie, justement, qui, même si ce n'est pas la même chose, hein, qui souhaite justement intégrer les BRICS? On en a parlé récemment. Est-ce que vous pensez que cette demande officielle qui a été faite par l'Algérie va justement trouver faveur auprès des autres pays membres des BRICS? Elle va le trouver parce que l'Algérie est le principal allié du bloc de l'Est en Méditerranée occidentale. C'est le principal allié de la Russie. Et dans le domaine géoéconomique, dans l'organisation des États producteurs de gaz, c'est le principal allié de l'Iran, du Venezuela et de la Russie. Maintenant, donc, elle va rejoindre les BRICS. Mais il faut souhaiter la constitution d'un maximum d'organismes internationaux en dehors de l'ONU, les BRICS, le G20, etc. Il faut retirer à cet organisme, comme le dit Gamalabina, dictatorial dominé par l'Occident et les États-Unis. Il faut retirer un maximum de pouvoir. L'ONU, ce n'est pas la démocratie. L'ONU, c'est la domination des États-Unis sur le monde. Il faut en finir avec elle. Et le monde multipolaire, il passe vers la fin de l'ONU. Vous, Gamalabina, Luc Michel, je vous remercie. Merci à tous les deux d'avoir échangé avec nous sur ces thématiques ce soir. Merci d'avoir éclairé nos lanternes sur ces questions hautement géopolitiques. En dépit de toutes choses, merci infiniment à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci également à l'équipe technique de ce soir. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur la télévision panafricaine tout à l'heure après le journal africain. Bien sûr, ne ratez pas le rendez-vous qui sera face à l'actualité ce mardi. C'est
à partir de 20h, heure de Malabo, en Guinée équatoriale. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour demain, même heure, dans le cadre d'une autre édition d'Appel sur le continent. Au revoir. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka. Bonsoir, Gabin. Bonsoir monsieur, merci. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne